Bonjour et bienvenue à nouveau. Il est temps pour moi de donner les rênes virtuelles de cette séance plénière grand format. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas être en de meilleures mains. Vous, les fans des réseaux sociaux, vous allez sûrement reconnaître notre modératrice. Elle a gagné beaucoup de prix en tant que cinématographe et elle a aussi récolté des millions de vues avec toutes ses histoires. Elle a parlé de beaucoup de sujets, la mortalité maternelle chez les femmes noires pendant la pandémie ou la destruction des sites sacrés indigènes à la frontière. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Zinle et Samoa. Merci beaucoup, Nadira. Je suis vraiment heureuse d'être ici du côté Est pour être la modératrice de ce panel grand format qui s'appelle Renverser les choses, penser en grand et penser en système. Et donc, nous avons vu cette dernière année que la pandémie globale est devenue la plus grande urgence de développement de notre vie. Elle a exposé les vulnérabilités de nos institutions, nos systèmes, exacerbé les défauts de nos économies, les inégalités, les injustices. Maintenant, on peut se demander comment on peut avoir une récupération durable, juste et verte de la pandémie. On pose d'autres questions, comme quels sont les systèmes qui doivent changer fondamentalement, non seulement pour avancer depuis la pandémie, mais aussi pour mettre le turbo sur le progrès. Dans cette séance, on va parler de ces questions et on va demander ce qu'il faut pour que l'on obtienne ce changement systémique pour tout le monde sur la planète. On va aussi explorer les manières dont on peut transférer cette résilience et cet esprit de bataille que l'on voit de beaucoup d'individus et de communautés et amener cela à un agenda plus large. Bien sûr, ce n'est pas rien. Donc, je suis rejointe par un panel stellaire. On appelle ça dans les coulisses, ce panel, le panel des femmes. Et donc, je suis heureuse de vous présenter nos panélistes. Alors, la première membre de ce panel a travaillé avec les gouvernements locaux et internationaux depuis la fin des années 90. Elle a géré différents programmes, dont notamment sur l'autonomisation des femmes. Elle a aussi collaboré avec les gouvernements régionaux et locaux, le groupe de travail et de l'agenda de développement post 25, et donc vous veuillez accueillir Emilia Saiz. Merci d'être là. L'invitée suivante est une oratrice internationale, une défenseuse de la justice sociale, une consultante des impacts sociaux pour la génération suivante. Et sa mission pour elle, c'est vraiment d'améliorer la vie des autres et ça n'a pas été passé inaperçu. D'ailleurs, la Maison Blanche Obama l'a reconnue comme étant championne du changement et Forbes l'a aussi honorée parmi les moins de 30 ans et aussi le magazine Oprah. Et donc, veuillez accueillir Jamira Burley. Merci d'être ici. On a aussi avec nous une défenseuse de la diversité passionnée qui est ambassadrice One Young World et Mail et le Guardian l'ont reconnue comme étant l'une des 200 jeunes sud-africaines qui marquent le changement. Et bien sûr, elle connaît un petit peu le monde du marketing. Elle est directrice du marketing pour Google en Afrique du Sud et aussi pour le business to business en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup, Asha Patel, d'être avec nous. Et enfin, dernière oratrice, mais pas des moindres, mais une femme qui a une mission, qui veut que l'agriculture devienne un choix de vie tendance, cool et désirable pour les jeunes. Et elle regarde les tendances qui font que les jeunes se détachent de l'agriculture et ensuite elle les combat avec des programmes d'école de jardinage, d'informatique et de nutrition saine. Veuillez accueillir s'il vous plaît Thierry Deherit Attilano. Merci beaucoup d'être ici, comme j'aime bien faire dans les sessions avec panel. J'aime commencer avec une question en rafale pour tout le monde. Je vais commencer avec une phrase et si vous pouviez la finir pour moi. La phrase c'est « Nous allons seulement enclencher le turbo des progrès pour la personne, les personnes et la planète lorsque… » Et ensuite, vous continuez la phrase. Emilia, allez-y. Comment est-ce que vous pourrez finir cette phrase? On enclenchera seulement le turbo du progrès pour les personnes de la planète lorsque… Désolée, alors, voilà, lorsqu'on met la créativité au cœur de nos sociétés, pas seulement la productivité. Voilà, c'est comme ça que je fermerai la phrase. Oui,
Alors, Jamira, à vous, je vais la lire encore. Nous allons seulement enclencher le turbo du progrès pour les personnes et la planète lorsque on met les jeunes au cœur du changement. Nous avons la plus grande population de jeunes du monde entier, 1,8 milliard de personnes, et la plupart d'entre eux vivent dans des situations très misérables. Et donc, si on les met au cœur, eh bien, nous verrons un changement incroyable. Oui, et Acha, à vous, comment vous finiriez cette phrase? Nous enclencherons le turbo pour le progrès pour les personnes et la planète lorsque toutes les communautés auront accès à Internet et lorsque les femmes auront une égalité pour pouvoir contribuer aux sociétés et aux économies. Merci. Et Thierry, comment vous finiriez la phrase? Eh bien, quand on mettra vraiment la conscience, l'état d'esprit conscient au cœur des choses, notamment avec les jeunes et les marginalisés. Oui, alors les jeunes, les femmes, et ne pas négliger les communautés marginalisées, c'est ce que vous avez tout dit. Et là, on est juste en train de commencer à parler du sujet. Donc, je veux qu'on approfondisse un peu plus avec vous. Alors, je vais commencer avec vous, Madame la secrétaire générale, Emilia. Donc, je sais que votre réseau mondial de villes et de régions essaye de créer un pacte pour l'avenir et on va au-delà des mers et des engagements planétaires humains. Mais donc, qu'est-ce que les gouvernements régionaux et locaux peuvent faire pour atteindre cette vision? En fait, ils font beaucoup. Les gouvernements locaux et régionaux, c'est ce qui fait que notre monde bouge. Donc, c'est ce qui vous permet d'avoir de l'eau courante, que vos déchets soient ramassés. Donc, ils fournissent des services. Mais surtout, pour l'avenir, ce que nous avons compris, c'est qu'on a besoin d'une transformation. On est vraiment à un moment pivot où il faut mettre en question les relations avec presque tout. Et pour pouvoir faire cela, eh bien, le rôle des gouvernements locaux et régionaux pour s'assurer que le monde que nous construisons est vraiment justement construit sur les attentes et les aspirations et les rêves de ses citoyens, ça c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment que l'on conçoive un monde différent. La plupart des emplois de l'avenir, ce sont des emplois que l'on ne connaît pas encore. Et donc, il faut qu'on soit créatif et il faut que l'on réfléchisse à comment la productivité et la créativité peuvent aller de pair. Donc, il faut vraiment changer les gouvernances, notre relation à la planète et aux personnes. Et donc, je crois qu'on a besoin de ça à l'avenir. Et avec les ODD, je dois dire que c'est vraiment un très bon cadre pour avancer. Oui, c'est un point très fort. La plupart des emplois qu'il y aura à l'avenir n'existent pas encore maintenant vu de cette vitesse d'innovation. Et donc, je sais que les gouvernements locaux, historiquement, d'ailleurs, sont surtout derrière beaucoup d'initiatives. Donc, comment est-ce qu'on va faire que 2021 soit une super année de l'activisme au niveau local? Nous voulons que chacun pense non seulement à la crise de la santé, mais à la crise du soin. Nous pensons que ce qui manque dans nos sociétés, c'est justement repenser à ce qui est essentiel. Le soin est essentiel. Si on met le soin et la créativité au cœur de nos sociétés, nous pourrons livrer différentes sortes de services différents par rapport à ceux que nous fournissons aujourd'hui. Donc le soin et le féminisme aussi. On a besoin du féminisme. On a besoin de transformer nos liens vis-à-vis des autres. Pas seulement la quantité, il faut une égalité transformative. Il faut de la coopération internationale. Et alors d'aujourd'hui, cette coopération internationale travaille surtout sur la résolution de conflits et nous, on veut de la transformation. Donc, si on met tout cela au cœur avec comme référence les ODD, nous pensons que nous pouvons aller loin et la fourniture de services locaux doit vraiment jouer un rôle différent dans les discussions internationales. Ces fournitures de services locaux, il faut que ça soit au cœur des développements, il faut qu'elles soient mieux financées, il faut que les citoyens soient plus impliqués et il faut aussi casser la dichotomie entre le rural et l'urbain. Maintenant, on l'a vu dans cette pandémie,
Le rural, c'est aussi en interrelation avec les villes. On parlait d'un continuum rural-urbain, mais nous pensons qu'en fait, nous avons affaire à une symbiose. On ne peut pas être juste des consommateurs d'alimentation dans les villes. Il faut qu'ils soient dans la production et dans le développement de l'alimentation. La santé doit être comprise pas seulement comme les soins sanitaires, mais aussi dans le domaine des services de base pour tous. Je suis d'accord. La numérisation, c'est l'approvisionnement de services de base et cela doit faire partie de notre nouvelle génération de droits humains, des droits humains qui soient liés à beaucoup de citoyenneté, pas seulement à des gouvernements nationaux. On ne peut pas avoir des citoyens mondiaux comme des consommateurs et non comme en même temps comme des détenteurs de droits humains impliqués. Donc vraiment, l'avenir doit être marqué par tout cela. Ce sont les politiques clés pour notre pacte pour l'avenir qu'on doit développer avec vous. Merci beaucoup, Emilia. Merci d'avoir souligné cette intersection entre toutes ces initiatives et ces politiques à l'avenir. Merci, Jamira. Je vais m'adresser à vous. Je sais que vous êtes défenseuse de l'éducation et l'administration Obama vous a même reconnue comme une championne du changement. Comment est-ce qu'on doit utiliser l'éducation comme un véhicule de changement, notamment à l'heure actuelle? Oui, alors je suis vraiment très heureuse d'avoir écouté Emilia. Elle a vraiment souligné des problématiques que je voulais aussi souligner. Donc, il ne faut pas que la jeunesse soit comme un silo. Alors maintenant, comme on le sait, la COVID-19 a exacerbé les inégalités qui existaient dans le monde déjà, mais ça a pris plus de... il y a eu 1,5 milliard d'enfants qui n'ont pas été à l'école, de jeunes, et la plupart étaient des filles, et il y en a beaucoup qui ne vont pas retourner à l'école. Et ce qui est vrai pour l'économie, l'éducation que l'on avait déjà ici n'était pas significative pour l'économie dans cette nouvelle ère numérique qui transforme nos industries, souvent pour le mieux, avec beaucoup de bonnes opportunités. Mais si on regarde les 10 dernières années, en termes de technologie, on a tous un téléphone portable, et comparé à propos des 100 dernières années en termes d'éducation, l'éducation n'avance pas à la vitesse à laquelle elle devrait. Donc nous essayons d'encourager cela. Quand on regarde les villes, comment les villes peuvent créer des écosystèmes pour que les jeunes puissent obtenir les compétences dont ils ont besoin, mais aussi donc pour l'emploi à l'avenir, mais aussi pour tout ce qui est pour le développement durable, le transport, la sécurité, le Wi-Fi, l'accès à Internet. Il faut que ce soit pour tous les jeunes, quelle que soit leur communauté, pour qu'ils puissent participer dans ces économies. Et donc, nous sommes en train de lancer une autre initiative sur les compétences qui travaille avec les gouvernements locaux et pour créer ces environnements, car nous reconnaissons que les gouvernements locaux ont souvent la flexibilité et l'intuition que d'autres gouvernements, par exemple fédéraux ou nationaux, n'ont pas. Donc nous sommes heureux d'être dans ces initiatives, mais il faut rappeler que les jeunes souffrent. Et malheureusement, ils n'ont pas le même pouvoir de prise de décision que les adultes. Et donc, il faut vraiment qu'on soit tous mobilisés pour que l'on avance dans ces initiatives pour les jeunes, que leur voix soit entendue. Je suis contente que vous ayez souligné ce travail. Je sais que d'autres panélistes vous ont applaudi d'ailleurs. Et il y a du progrès qu'il faut faire dans le domaine de l'éducation. On a parlé des téléphones portables. Qu'est-ce que vous pensez que les institutions négligent lorsqu'elles pensent aux jeunes pour qu'ils aient un même accès à une éducation égalitaire? Je crois que on a vraiment raté ce qu'on appelle l'objectif de l'éducation. Il y a des années, on entraînait des jeunes pour travailler dans les usines et ces emplois ne sont plus là. Maintenant, il faut que les jeunes aillent vers l'innovation, qu'ils aient des compétences critiques de résolution de problèmes. Nous, avant, on a essayé de créer des robots qui s'asseyaient à leur pupitre et c'est pas du tout ce que l'avenir demande. Et je pense que dans notre effort pour créer
donner plus d'accès à des personnes. On exclut quand même des communautés, même aux États-Unis, dans les pays développés. On n'a pas compris qu'une grande majorité des jeunes n'avaient pas accès à un Internet haut débit jusqu'à ce que les jeunes qui n'allaient pas à l'école devaient emprunter des ordinateurs à leurs voisins. Donc, on n'a pas ces jeunes qui sont autour de la table et qui partagent leurs histoires. Et dans ce cas, on va vraiment rater le fait de pouvoir être plus inclusif. Nous savons que si on s'attache aux jeunes, on évite aussi d'autres problèmes comme la mortalité infantile, le mariage des enfants. Et notamment si on se penche sur les filles à un très jeune âge, les filles réinvestissent beaucoup dans leur communauté. Donc, il faut travailler au nom des jeunes et créer des solutions pour l'avenir, pour voir comment on peut les impliquer, cette nouvelle génération de travailleurs. Il faut qu'ils soient impliqués maintenant, avant qu'il soit trop tard. Merci. Et je veux maintenant... je sais que vous avez interviewé Hillary Clinton il n'y a pas longtemps. Donc, est-ce qu'il y a un moment de cette conversation que vous pensez que les participants devraient connaître? Eh bien, de cette conversation, j'ai retenu qu'elle a aussi commencé en tant que militante jeune, puisqu'elle avait compris le pouvoir de sa voix. Donc, toute personne qui pense qu'elle est trop jeune pour parler, qu'elle n'est pas assez intelligente, trop jeune, voilà, eh bien, elle a vraiment commencé très tôt et elle a parlé de cela dans cette conversation. Donc, votre voix, votre perspective, elle est nécessaire pour créer le changement que le monde nécessite. Merci, Jamira. Maintenant, j'aimerais parler à Asha. Alors, lorsqu'on pense à changer les systèmes, on pense naturellement à la technologie et Jamira en a parlé un peu. Et de ce que vous avez, de là où vous êtes en Afrique du Sud, quelles sont selon vous les promesses de ce monde connecté numérique réaliste que vous voyez? D'abord, je crois qu'il faut comprendre pourquoi c'est important. L'inclusion numérique, c'est important pour que les individus, les communautés puissent réellement participer dans les sociétés, dans l'emploi, dans l'éducation, comme on vient de l'entendre, et avoir accès à des services de base comme les soins de santé. Donc, pour vous donner une perspective et vous montrer à quel point c'est important, imaginez que nous ayons moins de 25 ans et que nous vivrions en Afrique subsaharienne. Dans cette région, 50% des enfants, des jeunes justement de moins de 25 ans sont sans emploi. Donc, lorsque vous êtes sur le marché de l'emploi, à un moment de votre carrière, vous allez regarder une liste d'emplois en ligne. Il y a des millions d'Africains qui vivent dans des pays subsahariens qui sont exclus de cette expérience. Donc, pour atteindre cette inclusion, eh bien, il y a 4 facteurs qui doivent être en place. Le premier, c'est un accès à Internet robuste et qui ne soit pas trop cher. Il y a seulement 27% des personnes qui ont accès à Internet dans l'Afrique subsaharienne. Dans certaines parties de cette région, le coût d'une donnée et d'une gigadonnée est 36 fois supérieur à celle dans un pays, par exemple, comme en Inde ou ailleurs. Donc, vous voyez l'impact que ça peut avoir. Les opérateurs mobiles en Inde, dans les premiers 170 jours de lancement, ils ont eu 100 millions d'utilisateurs en ligne et donc ils ont pu augmenter cette expérience. Deuxième facteur, c'est d'avoir des appareils, donc des smartphones. Donc ça coûte entre 75 et 80 dollars et donc ça représente beaucoup dans certains pays, un pays comme en Tanzanie où les gens gagnent 2 dollars par jour. Ça représente une grosse partie de leurs revenus. Ensuite, il faut avoir accès aux formations. Donc, par exemple, il y a les Microsoft, les Facebook, les Google, comme nous, qui ont fait beaucoup dans ce domaine. Il y a eu beaucoup de progrès dans ces formations en ligne, mais on doit faire encore beaucoup plus. Et enfin, il faut avoir des applications et du contenu en ligne qui soient conçus pour avoir une grande participation, une collaboration. Et là encore, nous avons besoin de prendre en compte le rôle de nous, par exemple, Google, ou aussi prendre en compte des langues. Alors,
ce sont des prérequis infrastructurels, mais il y a d'autres exigences qui vont aussi arriver si on a tous ces accès. Eh bien, il y a la responsabilité du côté du public de vraiment baisser ces barrières. Donc, il faut subventionner le coût des données ou des appareils, par exemple, comme ça a été fait dans plein de pays. Et sans ce comblement de l'écart entre ceux qui ont et ceux qui n'ont rien, on ne pourra pas avancer. Donc, j'ai entendu ce que vous avez dit sur ce qui doit arriver pour que ce progrès puisse avoir lieu. Donc, comment est-ce qu'on peut construire des systèmes technologiques qui ne laissent personne de côté? Est-ce que vous avez identifié des paramètres pour nous? D'abord, bien sûr, la diversité, ça doit être mentionné ici. Les équipes doivent justement être diverses, donc qui représentent vraiment la diversité des sociétés. Pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir des travailleurs divers et inclusifs. Et il faut utiliser tous les cas d'utilisation dans notre industrie. On a une équipe qui recherche les marchés en développement, les nouveaux marchés, concevoir pour des personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui viennent juste de l'avoir ou qui ont juste expérimenté Internet par leur téléphone portable. Merci. Je sais que vous travaillez beaucoup chez Google pour combattre les stéréotypes de genre dans les pubs. Donc, est-ce que vous pouvez aussi parler un peu de comment cela alimente ce changement un peu plus large dont nous avons vraiment besoin? Alors, je suis vraiment passionnée par ce sujet. La publicité dans les médias a un rôle énorme pour ce qu'il y ait de l'acceptation de la norme par les gens. Les analyses qui ont été faites en ligne sur ces 13 dernières années montrent que non seulement les femmes apparaissent beaucoup moins, mais lorsqu'elles apparaissent, elles sont perçues comme des objets sexuels qui n'ont pas de pouvoir. Et donc, on voit aussi que les personnages féminins vont être 4 fois plus montrés soit en petite tenue ou nus, alors que les personnages ou les personnes masculins ont vraiment le haut de la une tête d'affiche lorsqu'il s'agit de montrer du pouvoir. Alors, on voit que le manque de personnes féminines puissantes et la sexualisation des femmes vraiment continue cette violence de genre, notamment en Afrique du Sud. Et donc, je suis responsable non seulement en tant que commercial et mère d'une jeune fille et d'un garçon, de vraiment que l'on change les choses. Les risques, c'est si on ne relate pas autre chose des femmes, eh bien, on ne leur donne pas l'opportunité de se penser autrement. On néglige l'opportunité aux garçons d'apprendre à respecter les filles qui ont ces rêves de puissance. Merci. Maintenant, j'aimerais parler à Thierry pour parler de systèmes alimentaires. Alors, je sais que les systèmes alimentaires ou le manque de systèmes alimentaires, justement, c'est lié à beaucoup de choses. La santé, l'économie, les droits humains, l'éducation, la paix, la sécurité. Il n'y a pas une personne dans le monde qui n'est pas affectée par cela. Mais c'est vrai, dans notre mission de renverser les choses pour les personnes de la planète, il est rare d'entendre parler de systèmes alimentaires comme étant une priorité. Pourquoi vous pensez que c'est le cas? Merci beaucoup pour cette question. Alors, juste pour vous donner un contexte, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce contexte et justement, et donc avec les agriculteurs, il y a des agriculteurs, des exploitants qui gagnent $40 par mois. Et donc, je regarde ces systèmes alimentaires et je vois que ne devrait pas être transactionnel, mais plutôt transformateur. Et donc, c'est pour cela que on peut changer le monde si on fait plus attention à toutes nos actions. À ce sommet de système alimentaire, d'ailleurs, c'est une bonne opportunité pour nous d'apprendre d'autres pays qui font des interventions innovantes pour élever la voix des exploitants agricoles et alimentaires. Et donc,
Moi, je souligne toujours le fait que c'est un crime contre l'humanité, le fait que les producteurs alimentaires, les exploitants et les pêcheurs sont les plus pauvres et ont le plus faim. Ils devraient avoir de l'alimentation dans leurs assiettes, ils devraient être les plus nourris de la planète, mais ce n'est pas ce qui arrive. Ce sont toujours les victimes de vulnérabilité, de chocs. Et cette pandémie a vraiment juste aggravé les vulnérabilités des systèmes alimentaires et cela affaiblit les effets aussi qui sont liés au changement climatique. Et donc, au sommet du système alimentaire, c'est une bonne opportunité pour nous d'apprendre, comme je le disais, mais aussi de réviser ce qui a été fait pour mieux les construire de manière plus audacieuse, avec plus de résilience, pour qu'il y ait plus d'impact et de dignité à toutes les personnes qui participent à cette chaîne alimentaire, notamment les plus vulnérables. Il y a beaucoup d'agriculteurs, agricultrices qui perçoivent très peu, qui sacrifient trop, pardon, et ils soutiennent en fait 40% des emplois dans le monde entier, mais ne sont pas reconnus. Les femmes sont aussi invisibles dans ce domaine et ce sont des héroïnes invisibles. Et il faut aussi enfin mettre les jeunes dans le secteur. Même les jeunes maintenant ne sont plus intéressés par l'agriculture. Et dans 10 ans, qui va nourrir la planète si ces jeunes ne participent pas et disent leur opinion? Alors, avec ce sommet de système alimentaire, j'espère vraiment que cela va nous rassembler, car je pense que la nourriture, c'est le cœur de tout, le cœur des droits humains. C'est à voir avec comment nous faisons attention à notre planète ou à nous-mêmes. C'est le cœur de notre économie en tant que personne. Et nous utilisons la nourriture comme une force pour le bien. J'espère que ce sommet va nous éclairer, tous les leaders, tous les participants, les parties prenantes, le secteur privé aussi, qui doit reconnaître que les producteurs alimentaires sont importants. Personne d'autre ne prend soin de nos ressources. Et donc, j'espère que cela va nous éclairer pour voir ce qui est bon pour nous pour les 10 prochaines années pour atteindre les ODD avec une action collective et consciente et quelque chose de plus transformateur. Je viens du côté alimentaire et chaque jour, j'ai combattu la faim, la malnutrition maintenant. Et il y a des millions de personnes dans mon pays qui souffrent de faim involontaire. Personne n'est autorisé à avoir faim dans ce monde. Nous avons assez de ressources. Et si nous prenons soin des uns des autres, pas seulement des personnes, mais de la planète, ce ne doit pas être le cas. Merci beaucoup, chérie, et je suis heureuse que vous ayez parlé de cet effet propagateur des systèmes alimentaires. Je sais que beaucoup de votre travail se concentre sur le fait de rendre l'agriculture accessible vis-à-vis des jeunes et des femmes notamment. Quel est votre objectif? Moi, je veux vraiment amener beaucoup de jeunes dans ce domaine. On a beaucoup de programmes pour que les jeunes fassent partie non seulement du secteur agricole, mais aussi qu'ils fassent partie de la chaîne de provision. On veut qu'ils soient des entrepreneurs sociaux, qu'ils valorisent la production des agriculteurs, mais aussi qu'ils soient au centre et sur la première ligne du changement. Donc, commencer ces concepts d'agribusiness, nous avons fait cela depuis longtemps, mais il faut vraiment mettre du cœur dans ces entreprises agricoles et donc mettre des jeunes femmes dans ce domaine. Je pense que cela va rafraîchir et mettre de la joie dans ce processus. Merci. Et donc, nous en sommes bientôt à la fin de ce panel, mais c'était vraiment bien de discuter avec vous. J'aimerais qu'on continue. Alors, j'aimerais vous poser une question à vous toutes. Emilia, je vais commencer avec vous. Je sais qu'on a parlé beaucoup lorsque l'on parle de systèmes à réformer ou à réimaginer pour vraiment progresser et surmonter cette pandémie. Quelle est la chose que vous avez appris de ce panel de ce matin ou de cet après-midi, que vous soyez, qui vous a donné plus d'espoir pour un monde plus juste, équitable et des sociétés plus justes?
Moi, j'ai appris qu'il y a beaucoup d'engagements individuels, beaucoup de forces individuelles comme Jamira et Sherry et Asha qui les représentent aujourd'hui, qui peuvent vraiment contribuer à cet effort collectif. Il n'y a rien que l'on ne peut pas changer ensemble. Toutes les personnes peuvent être des transformateurs. Nous avons un agenda audacieux, très bon. Il faut juste que l'on aille vers le rythme suivant pour que cela arrive. C'est un très bon cadre. Il faut juste être un peu plus audacieux pour voir comment on imagine notre avenir. Très bien. Les ODD, comme vous l'avez dit, fournissent un cadre des actions qu'il faut mener à bien. Jamira, selon vous, quel est le point remarquable que vous allez ramener chez vous? Alors, je crois que ce panel m'a rappelé quelque chose, surtout l'année dernière aussi, c'est que les pays qui ont bien réussi avec la pandémie, ce sont les pays dirigés par les femmes, et les femmes sont très engagées dans leur communauté. Lorsqu'il y a une crise et un problème qu'une femme peut résoudre, eh bien, il y a de l'espoir, et je crois que les gens doivent voir cet impact dans les communautés, notamment quand il y a des femmes qui dirigent pour la mise en œuvre et l'évaluation. C'est seulement comme ça que l'on verra qu'il y aura des changements novateurs pour toutes les communautés à l'avenir. Oui, oui, c'est ça, les femmes au pouvoir. Merci, Jamira. Et Asha, j'aimerais vous entendre sur quel est votre espoir pour l'avenir sur la base de ce panel de ce matin. Alors, pour revenir sur ce que j'ai dit auparavant, Internet a été un outil puissant pour connecter les personnes et pour les entreprises et pour la continuité aussi éducative lorsque le monde entier est entré en confinement. Et donc, maintenant, il y a une grande responsabilité pour les secteurs privés et les gouvernements pour résoudre certains des problèmes que l'on expérimente dans le monde entier. Et nous espérons qu'elle voit pour que les personnes sortent de la pauvreté, de la faim dans ces économies émergentes et que cela amènera donc le changement. Merci beaucoup. Et Cherry, qu'est-ce que vous allez reprendre de ce panel de ce matin et des discussions en général? Alors, moi, j'ai beaucoup de livrats, de leçons, mais je crois que je vais surtout parler du pouvoir de l'action collective, le premier pas en avant. Et en même temps, il est important de réaliser que il ne faut pas forcément que ce soit une action d'1 million de dollars. Ça peut être une action simple, un engagement, une action plus collaborative pour que les ODD soit atteinte. Et je suis d'accord avec Emilia et Asha et Jamira. Le pouvoir des femmes, les pays qui ont vraiment bien géré cette réponse à la pandémie, ce sont des pays dirigés par les femmes. Donc, je crois qu'il faut donner plus d'opportunités aux femmes de diriger. Oui, merci beaucoup et je voudrais toutes vous remercier de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un panel grand format. Pensez en grand, pensez en système. Nous avons parlé de beaucoup de choses, de besoins, de technologie, de systèmes alimentaires, de réforme de l'éducation pour les jeunes dans le monde entier, qu'ils aient un accès égalitaire pour apprendre et qu'ils puissent contribuer aux sociétés, dans les sociétés. Donc, je sais que cela a été 18 mois très difficiles à cause de la pandémie. Donc, j'espère que nous allons prendre des bonnes choses de ce que l'on appelle, nous, ce panel des femmes, pour les amener vers les communautés. Merci beaucoup. Je m'appelle Zinlé Essamwa et je voulais vous remercier d'être ici. Restez en bonne santé. Portez-vous bien.